Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique, une émission thématique sur l'Irlande, au cours de laquelle nous, c'est-à-dire nous, Nicole Lesotho, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, nous, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et nous, Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, allons recevoir Jonathan Fall. Malheureusement, Jonathan Fall n'a pas pu finalement nous rejoindre, et donc, lui est par Zoom, nous sommes tous les quatre en studio, Jonathan Fall est par Zoom, je prie le ciel que Zoom ne nous lâche pas pendant cet entretien et ne perturbe pas trop la qualité du son. Jonathan Fall, bonjour. Bonjour. Vous êtes sujet britannique. Vous avez occupé plusieurs postes de directeur ou de directeur général à Bruxelles et vous avez été, en 2015 et 2016, le responsable du groupe de travail de la Commission européenne pour les questions stratégiques liées au référendum au Royaume-Uni. Vous êtes par ailleurs membre de l'Institut Jacques Delors. 6 mois après l'entrée en vigueur du Brexit, le protocole nord-irlandais assorti à l'accord de retrait demeure la principale pomme de discorde entre Bruxelles et Londres, écrivent aujourd'hui les Échos. Ces difficultés d'application sur le terrain continuent d'alimenter les discussions entre les deux blocs, mais attisent également la colère de la population sur place, au point d'expliquer, au moins en partie, les heurts les plus violents qu'ait connus la région depuis des années. Le protocole nord-irlandais est vécu par les loyalistes comme une trahison de Boris Johnson, qui avait promis de ne pas restaurer de frontières entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, et cette évolution menace le fragile équilibre installé par les accords du Vendredi Saint entre les communautés, et il fait craindre un engrenage de violence. Début avril, les événements de Belfast ont rappelé les troubles d'autrefois. Le 29 mars a marqué le début de plusieurs nuits de violence et d'émeutes entre les forces de police et les groupes unionistes, d'abord dans la ville de Derry, puis à Belfast, Carrickfergus, Ballymena et Newton Abbey. L'élément déclencheur a été la décision du procureur de ne pas poursuivre des nationalistes du Sinn Féin après leur participation en juin 2020, malgré les restrictions sanitaires, aux funérailles d'un membre éminent de l'IRA, Bobby Storey. Le Loyalist Communities Council, qui regroupe des organisations paramilitaires loyalistes, a dit retirer son soutien au traité de paix. De son côté, Michelle O'Neill, chef du parti républicain Sinn Féin en Irlande du Nord, a accusé des groupes paramilitaires loyalistes d'inciter de jeunes adolescents à affronter la police et le DUP d'instrumentaliser la violence pour faire annuler le protocole et rétablir une frontière physique sur l'île. Si ce parti a connu de piètres résultats aux élections générales de la fin 2019, une possible défaite aux élections de mai 2022 pourrait faire diriger l'Irlande du Nord pour la première fois par une majorité en faveur de la réunification. Malgré la crise sanitaire, l'Irlande est le seul pays européen à avoir affiché une croissance positive en 2020, grandement aidée par la présence des géants de la tech et de la pharmacie. Celle-ci a atteint 3,4% du PIB, et en plus d'une fiscalité basse avec un taux d'impôt sur les sociétés à 12,5%, la langue anglaise, la présence d'universités d'excellence, l'intégration au marché commun rendent l'Irlande attrayante pour les entreprises, et la conclusion d'un accord sur l'instauration d'un seuil minimal d'imposition sur les sociétés ne modifie qu'à la marge la situation de paradis fiscal de l'Irlande. Sur cette question et sur l'Irlande, Nicole Lesotho. Oui, merci Philippe, merci Jonathan. Moi, j'avais d'abord, avant de revenir sur l'accord définissant les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, j'avais justement une première question sur l'Irlande, la République d'Irlande, membre plein de l'Union européenne, parce que on parle beaucoup des violences en Irlande du Nord, des risques peut-être de nouveau de guerre civile, mais on parle très peu de cette République d'Irlande que l'Union européenne a soutenue corps et âme. Michel Barnier n'arrêtait pas de répéter « nous sommes totalement solidaires avec l'Irlande », qui a obtenu 1 milliard de compensation pour les pertes éventuelles du Brexit. C'est le pays dont la Commission a calculé qu'il aurait le plus à souffrir de l'accord sur le Brexit.
Brexit, qui accueille de plus en plus toutes les grandes sociétés, notamment financières, qui quittent le Royaume-Uni pour s'installer en Irlande, et qui est dans un silence assez complet. Et donc moi, je voulais vous interroger d'abord sur cette Irlande. Est-ce qu'elle est bénéficiaire du Brexit finalement, contrairement à la partie nord de l'île? C'est le seul pays de l'Union européenne qui, en 2020, malgré la crise, a affiché une croissance positive de 3,4%, alors de plus de 3%. Alors c'est bien sûr en intégrant les bénéfices des grandes sociétés pharmaceutiques et numériques qui sont chez elles. Donc c'est un pays curieux, qui est devenu pour moi un pays curieux, et j'aurais voulu vous interroger sur comment la population vit ce Brexit, comment elle vit son rapport au nouveau président des États-Unis, Joe Biden, qui a des racines irlandaises, qu'ils adoraient avant son voyage en Europe, mais depuis que Joe Biden veut taxer toutes les sociétés à 15%, enfin les bénéfices des sociétés à 15%, les Irlandais semblent désormais le détester. Et donc voilà, ça c'était ma première question sur notre partenaire irlandais après le Brexit. Jonathan Fall. Alors, depuis que l'Irlande a adhéré à la communauté européenne en 1973 avec les Britanniques et les Danois, le pays s'est transformé. C'est devenu un pays moderne, émancipé, qui a énormément grandi pendant ces années de pleine adhésion à l'intégration européenne. Cela ne changera pas. L'Irlande reste État membre, mais évidemment, elle est exposée doublement d'ailleurs. Elle est exposée au Brexit. Son commerce se fait essentiellement avec ou à travers la Grande-Bretagne, et elle est exposée à la réforme fiscale européenne et maintenant internationale, qui remet en cause son modèle de base, qui est d'attirer les multinationales en pratiquant un impôt sur les sociétés avantageux. Il faut espérer pour les Irlandais que leur économie soit suffisamment robuste maintenant pour décoller de ses propres ailes, qu'elle n'ait plus besoin de ce dopage fiscal. Elle a, Philippe Meyer l'a rappelé, des atouts importants. Elle a la langue anglaise, c'est maintenant le seul État membre de langue anglaise, ce qui aide dans la concurrence internationale pour les investissements étrangers. Elle a une jeunesse qui a pu profiter de très bonnes universités. Donc, c'est un pays qui a beaucoup d'atouts. Mais je pense que la Commission européenne a eu raison. De tous les États membres, c'est le pays le plus exposé au danger d'un Brexit qui tourne mal. Il est trop tôt pour dire dans quelle mesure le Brexit tournera mal, parce que tout est offusqué maintenant par la crise sanitaire et la crise économique qui l'accompagne. Mais je pense que l'Irlande encourt des risques importants si le divorce entre Londres et Bruxelles se creuse. François Bujon de l'Étang. Il y aurait mille et une questions à poser sur le Brexit et les conséquences du Brexit pour l'Irlande, pour la République d'Irlande d'une part et pour l'Irlande du Nord de l'autre. Mais justement, c'est sur ce thème de l'unité irlandaise que je voudrais faire porter la discussion pour l'instant. Parce que l'entrée, bien entendu, de l'Irlande concomitamment à celle du Royaume-Uni dans l'Union européenne ont favorisé en quelque sorte, après les accords du Vendredi Saint, une avancée vers l'unité irlandaise. Il n'y avait plus de frontières. Les marchandises et les gens circulaient librement à travers ce qui jadis était la frontière entre le Royaume-Uni et la République d'Irlande, et une certaine unité, du coup, de facto, s'était établie entre les deux Irlandes. Alors, les conditions du Brexit permettent finalement d'essayer de sauvegarder cette unité-là,
puisque l'accord du Brexit fait passer la frontière finalement en mer entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Mais comment, au-delà des difficultés actuelles, des problèmes douaniers, des problèmes de régulation douanière et des problèmes d'application du protocole sur l'Irlande, si on regarde un peu plus au-delà et un peu au loin, est-ce que vous pensez que la marche vers l'unité irlandaise, qui au fond s'était engagée avec tout ce que nous venons de dire, peut se poursuivre? Ou est-ce qu'au contraire, vous voyez revenir les symptômes de la division, du factionnalisme et peut-être de la guerre civile? Jonathan Fall. L'Irlande du Nord a 100 ans d'existence politique, tout juste. Donc, c'est une création récente, fragile, délicate, dangereuse, qui a connu une histoire tourmentée. Les meilleures années de son histoire sont récentes. Les deux pays dans l'Union européenne, la frontière ouverte, les accords du Vendredi Saint parrainés par les deux pays, évidemment, mais avec la bienveillance européenne et un fort soutien des États-Unis d'Amérique. Tout cela fonctionnait plutôt bien à la surface. Il ne faut pas se leurrer, l'intégration des populations n'a guère avancé. Les enfants protestants ne fréquentent pas les mêmes écoles que les enfants catholiques. À part une certaine bourgeoisie assez bien intégrée, les deux communautés vivent leur vie assez distinctement séparément. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Est-ce que le Brexit casse tout cela? Il casse beaucoup de choses. Il crée en Irlande, pour la première fois, une frontière douanière. L'Irlande et l'Irlande du Nord, depuis 100 ans, sont séparées par une frontière qui n'a jamais été une barrière entre deux régimes douaniers économiques différents. C'est le cas maintenant. Ce qui a poussé tout le monde à dire qu'il faut que cette frontière terrestre reste ouverte. Il faut mettre une frontière quelque part. Dès que les Britanniques ont pris la décision, qui n'était pas commandée par le référendum, c'est une décision politique, d'interpréter ce résultat comme exigeant le départ de l'Union douanière européenne et du régime du marché intérieur européen. Une fois ces deux décisions prises, la frontière devait être mise quelque part, parce que frontière, il y avait. Il y a, il y aura. Quand vous dites qu'il y a deux régimes douaniers séparés, quelque chose les sépare, c'est la frontière. Donc, le fameux protocole, qui est un compromis qui essaie la quadrature du cercle, laisse l'Irlande du Nord avec un pied souverain dans le Royaume-Uni et un pied économique et douanier dans l'Europe des 27. C'est très compliqué. Ça demande du pragmatisme dans la mise en œuvre qui a fait défaut jusqu'ici. Alors, quelle est l'avancée des accords du Vendredi Saint sur le plan de l'unification éventuelle de l'île? C'est que les deux pays ont renoncé à toute revendication souveraine pure et simple. Tant l'Irlande, la République, que le Royaume-Uni acceptent que le sort de ce territoire est dans les mains de ses habitants. Et les deux acceptent le verdict lorsqu'on lui posera la question de la population. Donc, tant qu'une majorité d'Irlandais du Nord souhaite rester britannique, l'Irlande du Nord restera britannique. Si un jour une majorité se dégage pour que l'Irlande se réunifie, les Britanniques disent qu'ils ne s'y opposeraient pas. Donc, c'est une question d'économie, c'est une question de démographie, c'est une question des relations entre les deux pays
et entre eux et l'Europe organisée au niveau de l'Union. Pour l'instant, la question ne se pose pas. Est-ce que nous allons vers un regain de la violence, ce qui retarde toute tentative de réconciliation qui pourrait un jour mener à la réunification de l'île? On n'en sait rien. Les dangers sont évidents. Nous arrivons vers la saison des marches où, en commémorant des batailles d'autrefois, les communautés organisent des défilés provocateurs à travers la province d'Irlande du Nord. Il faudra être d'une délicatesse diplomatique exceptionnelle à Bruxelles, à Londres, à Dublin et à Belfast même pour que l'équilibre actuel se maintienne. Mais nous vivons un moment très dangereux. Nicolas Bavrez. Plusieurs questions. La première s'adresse aux citoyens britanniques. On voit que lors des négociations avec l'Europe sur le Brexit et aujourd'hui dans l'application de l'accord, cette question irlandaise est absolument centrale et c'est le point le plus compliqué. Et cette question n'a jamais été abordée dans les débats du référendum en 2016. Et donc, je voulais savoir quelle réflexion ça vous inspirait. La deuxième chose, c'est que, comme vous l'avez dit, ce protocole sur l'Irlande, c'est la quadrature du cercle. Et très franchement, il y a de telles zones d'ambiguïté qu'on ne voit pas très bien comment ça pourrait marcher ou même se stabiliser. Et ma troisième question, vous avez abordé la question de la violence. Les services britanniques ont très sérieusement travaillé sur le risque terroriste et considèrent que la reprise de ce risque terroriste est quand même une probabilité assez forte. Et je voulais avoir votre avis au-delà de la violence en général, mais est-ce que vous pensez que le terrorisme peut être de retour? On a vu déjà quelques signaux d'alerte, comme il a été rappelé, notamment à Belfast. Jonathan Fall. Merci. Alors, c'est certainement le point le plus compliqué des relations entre l'Europe organisée et le Royaume-Uni en ce moment. Mais c'est loin d'être le seul. C'est peut-être le plus délicat, c'est celui où se posent des questions de vie ou de mort, mais il y a un tas d'autres questions économiques, diplomatiques qui n'ont pas été résolues par l'accord sur le commerce et la coopération entre l'Europe et le Royaume-Uni. La crise sanitaire actuelle cache beaucoup de problèmes, mais ils sont là et ils referont surface. Ce n'est pas pour minimiser le problème irlandais, il est très grave, mais il est loin d'être le seul. Alors, pourquoi n'a-t-il pas figuré davantage dans la campagne référendaire? Je ne sais pas. J'étais à la Commission européenne à Bruxelles, nous en avons parlé, nous avons donné les avertissements nécessaires, nous avons dit très clairement que si les Britanniques quittaient l'Union et quittaient ces régimes économiques et douaniers, se poserait de manière aiguë la question de la frontière terrestre. Les Anglais, et je dis les Anglais spécifiquement, ont tendance à dire, et vous les Français, vous avez tendance à dire aussi que l'Angleterre est une île. L'Angleterre n'est pas une île, et le Royaume-Uni n'est pas une île. Ce qui est une île, c'est la Grande-Bretagne, Angleterre, Écosse et Pays de Galles, mais ça, c'est pas un pays. Le pays, c'est le Royaume-Uni. Il a une frontière terrestre avec l'Europe qui passe à travers l'Irlande. Nous l'avons dit tout ça, ça n'a pas fait l'objet de discussions importantes. C'était
balayé par des références assez vagues à la technologie qui allait régler tout ça, et on verrait le moment venu. Mais les Irlandais du Nord, eux, n'étaient pas dupes. Les Nord-Irlandais, toutes communautés confondues, ont voté assez massivement pour rester dans l'Union. Ils ont compris les enjeux au moins économiques que le Brexit allait faire surgir. Vous savez ce qui s'est passé. L'Irlande du Nord a voté pour rester, l'Écosse aussi d'ailleurs, mais l'Angleterre, qui a la population la plus importante, et le Pays de Galles dans une moindre mesure, ont voté pour le Brexit qui, par une courte majorité, l'a emporté. Donc, l'affaire a été négligée, assez honteusement d'ailleurs, dans la campagne, de part et d'autre, et les gens ont affecté d'être surpris lorsque, dans les négociations de retrait après le référendum, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui un problème très important. Alors, où sont les solutions à ce problème? Les Britanniques aujourd'hui accusent l'Europe d'être de juridisme, de ne penser qu'au droit et ne pas comprendre que des solutions flexibles, pragmatiques sont nécessaires pour que l'Irlande du Nord fonctionne. Ils n'ont pas tort complètement. L'Europe est obsédée par le droit parce que l'Europe est une création juridique. L'Europe n'est pas souveraine au sens de nos États, c'est une création assez récente, organisée par des traités. Et la grande valeur de l'intégration européenne, c'est que pour une fois, nous avons une organisation internationale qui travaille sur la base de souveraineté partagée et qui fait des lois. Qui sont, la plupart du temps, évidemment, qui sont suivies dans la réalité. Donc, mes anciens collègues de Bruxelles, il y en a beaucoup qui sont juristes d'ailleurs, sont très attachés aux règles. Il faut les comprendre. Les Britanniques disent, oui, mais les règles et les arrêts des tribunaux, tout cela, c'est bien joli, mais que pour que l'Irlande du Nord fonctionne, il faut regarder au-delà des règles et mesurer l'impact réel de tel ou tel problème sur la société. Sinon, tout est déséquilibré et on risque la violence. Je vais y venir dans un instant. C'est vrai, l'Irlande du Nord ce n'est pas une entité politique telle qu'on les étudie dans les manuels de sciences politiques ou de droit international. C'est un territoire, d'ailleurs, comme l'Europe, lui aussi, l'Irlande du Nord est un territoire à souveraineté partagée. Il y a des dimensions nord-sud, c'est-à-dire Irlande du Nord, la dimension Est-Ouest avec le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, et un régime politique intérieur qui ferait rougir même mes amis belges, avec un système compliqué pour faire en sorte qu'à tout moment, les deux communautés catholiques et protestantes soient représentées dignement dans les différents niveaux de pouvoir. Donc, c'est un équilibre délicat. Ça me rappelle la Belgique parce que j'y habite. Peut-être les Bosniaques reconnaîtraient ça aussi. Les Libanais. Il faut beaucoup de pragmatisme. Ce n'est pas la théorie des sciences politiques pures, mais ça fonctionne comme ça. Alors, si on le déséquilibre, il est certain que le Brexit l'a déséquilibré en faisant créer entre les deux parties du pays, de l'île, une frontière économique et douanière pour la première fois. Le risque de violence est réel. Il y a des deux côtés
sur le plan communautaire en Irlande du Nord, des extrémistes qui furent armés, qui doivent savoir où sont les armes, qui doivent savoir comment les procurer, et la colère monte. Et la tradition violente est récente. Donc, la violence, la guerre civile, le terrorisme, ce sont des mots très lourds, mais à ne pas oublier. Donc, on joue avec le feu si on ne résout pas ce problème rapidement. Je voudrais vous poser une question sur cette violence. Il y a eu des violences entre les représentants de la Grande-Bretagne et les Irlandais, et il y a eu des violences internes. Il y a eu des violences entre catholiques et protestants, grosso modo, qui sont les deux façons de catégoriser les groupes antagonistes. Cependant, depuis l'accord du Vendredi Saint, est-ce que la situation, non pas légale, non, mais la situation dans la société, est-ce qu'on peut penser que cet antagonisme est plutôt en train de baisser, en dépit des événements récents qui sont liés à des décisions ponctuelles et précises? Et notamment, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que la baisse de l'importance de la religion dans les sociétés en général, mais en Irlande en particulier, j'étais à Dublin au moment où Jean-Paul II est venu, au tout début de son pontificat, je pense que en dehors des enfants de moins d'1 an et des vieillards grabataires, tout le monde était dans la rue, monté dans les arbres, sur les lampadaires, et que vraiment la ferveur catholique était extrêmement impressionnante, plus grande même que, il se trouve que j'ai eu aussi l'occasion d'y aller, qu'à Częstochowa, dans les mêmes circonstances. Est-ce qu'il y a, d'une part, dans la société, quelque chose qui ressemble à un désir d'en finir avec cette tension constante, et d'autre part, est-ce qu'il y a un rapport entre la baisse, ou un rapport qu'on puisse envisager entre la baisse de la pratique religieuse et une éventuelle baisse de ces antagonismes qui, encore une fois, s'identifient à la religion des protagonistes? Oui, je pense, et j'aurais dû le dire qu'il s'agit de catholiques et de protestants simplifie quelque chose de plus profond et de plus important peut-être. Il y a aussi un phénomène national. Il y a les deux communautés protestantes et catholiques qui, dans leur majorité assez écrasante de part et d'autre, revêt un caractère national, d'appartenance nationale. Les loyalistes, comme on dit, les unionistes, qui sont pour la plupart des protestants, veulent rester britanniques. Les catholiques républicains se sentent plutôt irlandais en faveur de l'unification avec Dublin, avec le reste de l'île. Donc, c'est une simplification d'un phénomène plus compliqué, mais ça tient la route la plupart du temps. Alors, est-ce que la baisse de la pratique religieuse finira par régler le problème? Est-ce que les démographies convergentes, parce qu'autrefois on disait les catholiques ont plus d'enfants que les protestants, donc à terme, les catholiques seront majoritaires, ils voteront et ce sera fini. Oui, ça retarde, ça complique, peut-être ça simplifie. Il y a du vrai, mais au jour d'aujourd'hui, la réalité, c'est que la grande majorité de la population unioniste, loyaliste, protestante d'Irlande du Nord revendique l'appartenance au Royaume-Uni et que dans la communauté catholique, il y a un sentiment plus national républicain. Autre phénomène, c'est qu'autrefois, l'Irlande du Nord était beaucoup plus riche que la République, qui était pauvre, qui était agraire, alors que l'Irlande du Nord bénéficiait des chantiers navals, des subsides britanniques, mais aussi d'une tradition industrielle héritée de l'Empire britannique, où Belfast était un port important.
Tout cela s'est modifié avec le temps et avec l'appartenance commune à l'Union européenne. Donc aujourd'hui, les niveaux de vie sont assez semblables de part et d'autre de la frontière. Et l'Irlande elle-même, la République, s'est modernisée sur le plan des mœurs. Et l'Église catholique ne joue pas un rôle politique semblable à celui qu'il a pu jouer autrefois. Donc, il y a eu une évolution. Et le Brexit, si on n'y prend pas garde, interrompt cette évolution qui était très positive à beaucoup d'égards. Donc, il faut gérer le Brexit, il faut gérer les sentiments nationaux et en partie religieux qui sont présents, sachant que le risque de violence interne et de violence qui déborde au moins en Irlande et en Grande-Bretagne est important. Nicolas Bavrez. Je voulais peut-être revenir sur le modèle économique qui a fait le succès de ce tigre celtique. Vous l'avez rappelé en 1973, au moment où l'Irlande rejoint l'Europe. À ce moment-là, le PIB par habitant est le tiers de ce qu'il était dans les États européens. Et il y a eu un rattrapage absolument extraordinaire. Ce rattrapage, il s'est fait au croisement finalement de deux grandes évolutions, la mondialisation, et l'Irlande était une des têtes de pont. Et ça, d'une certaine manière, avec le Brexit, maintenant, c'est la seule vraie tête de pont pour des grandes entreprises, notamment dans l'univers anglo-saxon, pour entrer sur le grand marché. Et l'autre grande évolution, évidemment, ça a été l'intégration européenne, la constitution du grand marché et le fait que l'Irlande a pleinement bénéficié de la concurrence fiscale et sociale. Or, finalement, ces deux grandes évolutions, elles mutent. La mondialisation est en train de se reconfigurer en blocs régionaux. Et du côté de l'Union européenne, on a clairement la volonté de sortir de cette concurrence fiscale et sociale. On le voit notamment avec l'évolution de l'Allemagne aujourd'hui, qui veut sortir des droits de veto, puisque en matière de fiscalité notamment, il faut l'unanimité. Et il y a deux États qui bloquaient régulièrement, qui étaient le Luxembourg et évidemment l'Irlande. Donc ma question porte finalement sur ce modèle. Est-ce que vous pensez qu'il va survivre ? Ou est-ce que la pression qu'on voit dans le mode développé, ce grand changement de paradigme de politique économique, on était sur un paradigme de libre-échange, de diminution du poids de l'État, de baisse des dépenses publiques et des impôts. C'est vrai qu'aujourd'hui, on bascule plutôt vers l'inverse avec, là encore, les États-Unis en pays pionnier avec protectionnisme, remontée des interventions de l'État, remontée des dépenses publiques, remontée des impôts. Comment est-ce que l'Irlande va essayer de s'adapter à ce nouveau contexte ? Jonathan Fall. Il faudra qu'elle s'adapte. Elle a fait un choix européen qui est confirmé par le Brexit, le départ du voisin. C'est l'Europe qui a permis à l'Irlande de se moderniser, de s'émanciper et de se créer une identité nationale sur la scène européenne et internationale. Cela est très important pour ce pays, me semble-t-il. Elle a profité de ces années de basse fiscalité. Maintenant, il faudra qu'elle vole de ses propres ailes. Elle a des atouts. Géographiquement, sa situation est compliquée, évidemment, mais elle a des atouts. On les a cités, la langue, les universités, la tradition, la jeunesse assez dynamique et entrepreneuriale. Mais elle est fermement, je pense, dans le camp qui n'est plus anglo-saxon, évidemment, pour des raisons évidentes, mais dans le camp des pays nordiques qui hésitent à suivre la France et peut-être l'Allemagne dans une politique industrielle
volontariste, étatique. Donc, il y a là aussi le Brexit et la COVID-19 occultent un peu l'émergence de ce nouveau rapport de force entre pays européens, mais les débats ne font que commencer sur l'approche européenne dans les années qui viennent, la politique de concurrence, la politique commerciale, la politique technologique. La France, c'est ce qu'elle veut. Et la France a évidemment un vrai pouvoir dans les instances européennes. Nous verrons ce que dira le prochain chancelier allemand, et nous verrons comment, une fois le Brexit absorbé dans les réalités, nous verrons comment les 27 États membres vont s'organiser dans cette grande reconstruction économique qui nous attend après la crise sanitaire. Nous sommes actuellement un peu gelés par les mesures d'urgence, mais nous avons une économie européenne à reconstruire. La France a des idées très claires et je suppose que si le président de la République actuelle est reconfirmé, nous pouvons nous attendre à une poursuite de cette politique. Si les Français décident autrement, on verra bien. Mais l'Europe a un grand débat à faire encore pour prendre la mesure des défis auxquels elle est confrontée après le Brexit et après la crise sanitaire. Nicole Nisotto. Oui, sur ce point, il y a quand même un décalage abyssal de solidarité entre la solidarité que l'Union manifeste vis-à-vis de l'Irlande et l'absence de solidarité totale que l'Irlande manifeste à l'égard de l'Union européenne. Par 2 fois, l'Union a totalement soutenu l'Irlande. Il y a eu, pendant l'accord du Brexit, j'ai parlé de cette phrase que Michel Barnier répétait systématiquement, mais avant, pendant la crise de 2010, où le modèle économique irlandais avait été vraiment touché au cœur, puisque les activités bancaires de l'Irlande subissaient le contre-coup de la crise des subprimes aux États-Unis, et l'Union européenne a, d'une certaine façon, sauvé la Banque nationale irlandaise. L'Irlande a reçu 67 milliards d'euros sur 3 ans, et donc une solidarité vraiment très forte de l'Union européenne vis-à-vis de l'Irlande. Donc par 2 fois, on a défendu l'Irlande. En revanche, en échange, qu'est-ce qu'on obtient? Rien. C'est-à-dire l'Irlande pratique avec une espèce d'arrogance souveraine, pour le coup, un dumping fiscal que personnellement j'ai toujours trouvé scandaleux. Alors, je sais bien que la fiscalité n'est pas dans les compétences de l'Union européenne, mais quand même, l'Irlande s'est enrichie sur le dos, pas seulement l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg. Il y a 3 paradis fiscaux dans les États membres de l'Union. L'Irlande s'est enrichie sur le dos des autres pays européens. Et on se souvient quand Madame Vestager avait voulu taxer l'Irlande de 13 milliards d'euros, qui était le calcul de l'impôt qu'Apple aurait dû payer à l'Irlande, le ministre des Affaires étrangères irlandais avait parlé de viol de souveraineté de la part de l'Union européenne. Donc je trouve qu'on est quand même très gentil avec l'Irlande, et peut-être qu'il serait temps, le Brexit aidant, les difficultés aidant, d'être avec l'Irlande, d'avoir avec l'Irlande un peu de conditionnalité, comme on essaye de le faire avec la Pologne et la Hongrie sur un autre sujet. La Pologne et la Hongrie ne sont pas solidaires sur le plan politique, l'Irlande n'est pas solidaire sur le plan économique. Je sais bien que ce n'est pas une question de fiscalité, c'est hors traité, mais c'est du vol d'impôts pour les autres États membres. Et moi, je me demande si le moment n'est pas venu de la part de l'Union européenne, une fois qu'on les a bien soutenus pour le Brexit, de demander des comptes, demander que l'Irlande fasse un effort en termes de solidarité. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour résumer la position de Nicole, l'Europe veut bien continuer à être cocu, mais ne veut plus payer la chambre. Jonathan Fall. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais c'est très joli. Oui. Ben, écoutez, l'Europe doit s'organiser. Si les 26 étaient d'accord sur une politique fiscale, je pense qu'effectivement, l'Irlande ne pourrait pas s'y opposer, mais elle a des alliés. Elle n'est pas seule.
je pense qu'elle sait qu'elle doit s'adapter. Les signes seulement européens, mais internationaux maintenant, un certain plancher fiscal semble se dessiner. Mais tant que l'Europe, qui pour des raisons juridiques n'est pas souveraine en la matière, effectivement, ne peut pas adopter une politique fiscale parce qu'elle requiert l'unanimité qui n'existe pas, elle va continuer, je suppose, je ne suis pas irlandais, je ne suis pas un spécialiste de la politique fiscale et économique irlandaise, mais je suppose qu'elle a intérêt à faire durer le plaisir le plus longtemps possible. Donc, tant que les Pays-Bas, tant que le Luxembourg, tant que d'autres pays résistent à la mise en place d'une vraie politique fiscale européenne, l'Irlande va essayer certainement de retarder les échéances. Ceci dit, elle a sûrement compris que le moment vient où elle devra regarder plutôt ses autres atouts pour reconstruire son économie. Comme on le disait tout à l'heure, elle en a des atouts. La politique fiscale n'explique pas tout. L'Irlande est en effet le siège de pas mal de multinationales européennes, en partie certainement pour des raisons fiscales, mais pas exclusivement. Et puis elle a d'autres atouts. Donc, le pays doit s'adapter. Elle est un peu orpheline du Brexit. Elle est géographiquement séparée du continent européen. La plupart de son commerce se faisait à travers la Grande-Bretagne avec le continent européen. Aujourd'hui, il y a des liaisons maritimes directes avec les ports belges et français de la mer du Nord et de la Manche. Donc, les choses commencent à bouger et l'Irlande s'adapte. Et j'espère qu'elle est reconnaissante de tous les efforts de solidarité que Nicole a mentionnés. Ils ont été très importants. L'Irlande a énormément souffert de la crise financière et le Brexit est un coup dur aussi. Et l'Europe a répondu présente. Donc, elle a certainement une dette morale auprès de ses partenaires européens, mais elle va, comme tous les États membres d'ailleurs, elle va défendre ses intérêts dans les instances européennes autant que possible. François Bujon de l'Étang. Oui, moi je voudrais pousser le raisonnement encore un peu plus loin parce que c'est vrai que l'Irlande a joué sa partition en solo pour l'essentiel avec un énorme égoïsme national. Nicole a raison. L'Irlande au fond a pratiqué ouvertement le dumping fiscal comme moteur économique. Et ça a marché pendant pas mal d'années. Et ça a marché, mais ça peut pas durer éternellement. On le sent bien. L'Irlande ne peut pas rester un paradis fiscal longtemps, parce qu'au moment où on sent les Américains, à travers Joe Biden, se tourner eux-mêmes vers une idée nouvelle qui est celle d'établir une espèce de plancher fiscal international à travers les négociations en cours à l'OCDE, l'Irlande ne va pas pouvoir rester longtemps comme ça toute seule dans son coin. Mais elle a réussi à travers déjà ce qu'elle a fait pendant une trentaine d'années, à attirer beaucoup de sièges de multinationales, à avoir quelques points forts dans son industrie, l'industrie pharmaceutique, l'électronique dans une certaine mesure. Et au fond, compte tenu de sa position géographique, compte tenu de sa singularité fiscale, compte tenu de son dynamisme économique très fort, parce que c'est vrai qu'elle est le seul pays de l'Union européenne à avoir rebondi si vite et si bien après le Covid, au fond, est-ce que ce n'est pas elle le Singapour de l'Europe ?
Monsieur Boris Johnson nous a rebattu les oreilles avec ce modèle britannique qui veut devenir le Singapour de l'Europe. Mais au fond, l'Angleterre est empêtrée dans ses problèmes. Elle a du mal avec le nationalisme écossais, avec beaucoup de choses, avec un certain nombre de services financiers qui fuient la City pour se rétablir sur le continent européen. Est-ce qu'au contraire, même en cessant d'être le paradis fiscal qu'elle a été, l'Irlande ne peut pas commencer à récolter les fruits de cette politique menée pendant les 30 années précédentes pour développer aujourd'hui un modèle nouveau et un modèle d'avenir qui est d'être, elle, le Singapour de l'Europe? Jonathan Fall. Peut-être. C'est vrai que la révolution numérique chamboule tout. La fiscalité, autrefois, était une affaire assez simple parce que on taxait l'industrie là où elle fabriquait les choses. Donc, le charbon sortait de terre, les usines produisaient des marchandises. Et on taxait sur les lieux de fabrication, les lieux de consommation. Le numérique, il est beaucoup plus mobile. C'est une affaire de propriété intellectuelle et c'est une affaire de base de données qui circulent à une vitesse inimaginable. Donc, nos régimes fiscaux dans nos pays, et nous ne sommes pas les seuls, de par le monde, ont du mal à rattraper cette réalité. Et les multinationales sont plus rapides que les démocraties, évidemment. Il y a un temps de décision économique qui est forcément plus rapide que la décision démocratique et a fortiori quand il s'agit d'une décision démocratique européenne à 27 avec les lourdeurs de l'unanimité en matière fiscale. Donc, nous devons tous, l'Irlande, mais l'Union dans son intégralité, nous devons repenser la politique fiscale dans cette ère de l'économie numérique. L'Irlande, on ne peut pas lui en vouloir, sauf sur le plan moral, de la solidarité unilatérale. On ne peut pas lui en vouloir de profiter de sa situation, de ses atouts pour moderniser, comme elle l'a fait, son économie et sa société. Mais cette époque touche à sa fin. Le Brexit peut-être accélère les choses et la crise sanitaire certainement l'accélère aussi. Donc, une grande réflexion sur la politique fiscale au niveau européen s'impose. Il y a évidemment le danger du grand Singapour britannique où la politique fiscale sera certainement différente de celle de l'Europe dans les années qui viennent. L'Irlande devra se ranger, elle a fait son choix européen, devra se ranger dans le consensus qui se dégage au niveau européen. Mais tant qu'elle n'est pas seule, tant qu'elle a des alliés et tant que l'Europe a besoin d'unanimité, les progrès seront lents. Nicole Liesotto. Oui, je voudrais revenir sur les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. On sait que les relations sont très tendues, très difficiles avec Boris Johnson, aussi bien sur la pêche que sur le contrat des vaccins AstraZeneca. Et donc, on s'aperçoit que l'Union européenne a peu de moyens, à part le respect juridique des traités, d'influencer la politique de Boris Johnson, en particulier de l'obliger à mettre en œuvre complètement les accords. Je crois comprendre que la situation des citoyens européens au Royaume-Uni n'est pas stabilisée, etc., etc. Par rapport à l'Irlande, l'Union européenne donc, a très peu de moyens de pression pour éviter le retour à la violence. Est-ce que
paradoxalement, est-ce que les États-Unis pourraient être un meilleur médiateur? Joe Biden, donc je l'avais dit tout à l'heure, se targue d'avoir des origines irlandaises. Il a menacé Boris Johnson de ne pas signer l'accord commercial États-Unis-Royaume-Uni si l'accord du vendredi saint, d'une façon ou d'une autre, était remis en question. Est-ce que vous croyez que les États-Unis peuvent jouer un rôle de pacificateur dans cette question irlandaise? Jonathan Fall. Oui, mais quelle tristesse de devoir dire ça. Une fois de plus, les Européens n'arrivant pas à régler leurs problèmes feraient appel à Washington. Oui, Washington a intérêt certainement à ce que ses alliés européens s'entendent et ne créent pas des crises inutiles. Il y en a assez de par le monde sans une crise irlandaise. Donc, je suppose que les Américains disent derrière les coulisses, soyez adultes, trouvez des solutions. On doit s'occuper de la Chine, on doit s'occuper de la Russie, du climat, de la pandémie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous vous comportez comme des gamins. Et chacun, évidemment, les Britanniques disent oui, mais c'est pas moi, c'est Bruxelles. Et Bruxelles dira c'est pas moi, c'est l'autre. Tout cela n'est pas très joli. Donc, je pense que l'intérêt national américain est d'apaiser. Si les Européens n'arrivent pas à trouver des solutions dans les mois ou peut-être l'année ou deux qui viennent, Washington peut-être devra taper sur la table. Mais ça ne devrait pas être au-delà de nos possibilités collectives de trouver une solution qui ne sera pas forcément un plein succès pour une partie ou pour l'autre, mais qui au moins qui maintienne l'équilibre actuel, qui est, je le répète, qui est une opération magique qui combine des rapports nord-sud, est-ouest et intracommunautaires à l'intérieur. Il faut maintenir ce modèle, c'est le seul qui fonctionne, en disant que chacun puisse garder son identité de base. Et ça aussi, c'est un des acquis des accords du Vendredi saint. L'identité est personnelle. Les deux nationalités sont ouvertes aux habitants d'Irlande du Nord. Ils peuvent avoir les deux ou une seule des deux, c'est au choix. Tout le monde a intérêt à ce que cet équilibre se maintienne. Si les Européens n'y arrivent pas entre eux, et je dis Européens parce que les Britanniques, ce sont des Européens aussi, et peut-être faudra-t-il une médiation externe, mais je trouverais ça en tant que Britannique, en tant qu'Européen, une tristesse absolue qu'on n'arrive pas à régler nos problèmes entre nous. Mais j'ai parlé de la Bosnie. La Bosnie, nous savons, a été réglée. Les accords de Dayton sont venus apaiser les problèmes de Bosnie-Herzégovine et Dayton se trouve aux États-Unis. François Bujon de l'Étang. Oui, je voudrais insister et gratter la plaie, si vous permettez, un peu plus, parce que je pense, comme Nicole, que les États-Unis peuvent jouer un rôle beaucoup plus important que l'Europe dans l'avenir de l'unité irlandaise, si vous voulez. Il me semble que, dans ce que vous venez de dire, vous minimisez, si je puis me permettre, un lien considérable qui est un lien affectif entre les Américains et les Irlandais. Ce n'est pas, pour moi, du tout une question de rivalité entre l'Europe et les Américains. C'est pas parce que l'Europe n'arrive pas à get its act together, comme on dit chez vous, que les Américains vont se mêler de l'unité irlandaise. C'est parce qu'il y a 45 millions d'Américains qui revendiquent une origine irlandaise. Et moi, je voyais quand j'étais ambassadeur à Washington, je m'occupais des relations euro-américaines et franco-américaines, mais mon collègue irlandais, lui, il ne s'en occupait pas du tout.
il s'occupait des 45 millions d'Américains qui revendiquaient une origine irlandaise. Et il passait un temps fou à aller cultiver ce lien. Il ne s'occupait que de cela, avec une efficacité d'ailleurs remarquable. Mes collègues irlandais successifs, parce que j'en ai connu plusieurs. Donc au fond, la question qui se pose et que posait Nicole, elle reste vraie à mon avis. Les Américains peuvent faire avancer le problème irlandais beaucoup mieux que les Européens parce qu'ils sont en partie d'origine irlandaise et parce qu'il y a une grande partie d'entre eux qui s'intéressent aux accords du Vendredi Saint, à la paix civile en Irlande, sans du tout se préoccuper de problèmes de considération géopolitique ou de rivalité commerciale. Donc je pense que vous minimisez ce lien qui est très fort et dont M. Biden a l'expression puisqu'il est lui-même catholique et irlandais. Jonathan Fall. Oui, non, vous avez raison, je le reconnais. Le nombre très important d'Américains d'origine irlandaise jusqu'au président lui-même, ça pèse dans le débat, dans cette question. Mais les États sont les États. Les communautés en Irlande du Nord sont ce qu'elles sont. Il faudrait que l'entente quotidienne et le vivre ensemble économique et politique se fasse par la base plutôt que d'être imposé d'ailleurs. Et c'est un problème européen parce que, qu'on le veuille ou non, le protocole qui a accompagné le Brexit est un acte de l'Union aussi. Donc, l'Union, en tant que telle, est impliquée dans cette histoire maintenant. Elle a intérêt, elle a été solidaire de l'Irlande, comme nous l'avons dit, tout au long de ce processus, de manière tout à fait remarquable. Je pense que dans un premier temps, sur des questions qui sont, on parle beaucoup de saucisses en ce moment exportées de Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord, qui sont d'ordre juridique, douanier, vétérinaire. On ne peut pas demander au président des États-Unis de régler ces problèmes-là. Nous devons les régler entre régimes économiques et douaniers, c'est-à-dire entre l'Europe et le Royaume-Uni. Si on ne réussit pas, si ça s'envenime, peut-être, effectivement, les États-Unis interviendront, mais j'ose croire que les Européens pourront d'abord régler le problème entre eux. Nicolas Bavrez. Est-ce qu'il y a un lien, à votre avis, entre la situation de l'Irlande du Nord et la crise, les demandes les revendications d'indépendance qu'on voit maintenant fortement en Écosse, mais aussi un peu poindre au Pays de Galles? Et est-ce que finalement, l'ironie de l'histoire, c'est pas que le stade suprême du Brexit, ce serait le Royaume désuni de Petite-Bretagne? Jonathan Fall. Sir Jonathan Fall, en l'occurrence. Eh oui. Ouais, ce n'est pas impossible. Je ne pensais jamais le dire, mais aujourd'hui, quand on voit l'Union européenne et l'Union britannique, je pense que l'Union européenne est plus stable. Même si je pense qu'à long terme, mais qui suis-je pour le dire, je pense qu'à long terme, l'unité britannique est plus probable que l'éclatement du pays. Le nationalisme écossais est important. Là aussi, à la différence d'autres pays européens, personne ne s'opposera à la volonté des Écossais démocratiquement exprimée d'être indépendants. Si c'est ce qu'ils veulent, ils l'auront. La question, c'est quand est-ce qu'on leur posera la question, dans quelles conditions. Le Pays de Galles, le mouvement nationaliste est de moindre importance, mais bien réel. L'Irlande du Nord est différente. L'Irlande du Nord est une création récente, 100 ans, et elle a été créée pour des raisons évidentes, pour éviter justement une guerre civile en Irlande de grande envergure, en
une partie de l'Irlande, où il y avait une grande majorité protestante à l'époque, dans le Royaume-Uni. Cela s'est fait il y a 100 ans. Cela a connu des périodes fastes et des périodes très difficiles. C'est de nouveau une période difficile. Je le répète, personne ne s'opposera à l'unification de l'Irlande si la population nord-irlandaise le souhaite. Même chose pour l'Écosse. Est-ce que le Royaume-Uni a un bel avenir devant lui? L'avenir le dira. Le Brexit est un choc pour ce système. Et vous le savez, le Royaume-Uni n'est pas non plus un exemple tiré des manuels de sciences politiques. C'est pas une fédération. L'Angleterre domine sur le plan économique, démographique, et l'Angleterre n'a pas d'institution. Il n'y a pas de Parlement anglais, il n'y a pas de Parlement anglais, il n'y a pas de gouvernement anglais. Alors que l'Écosse a les siens, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord aussi. Donc, c'est un drôle de pays. Mais il y a d'autres drôles de pays de par le monde. Dieu n'a pas dressé la carte du monde le 7e jour. C'est l'homme qui l'a fait, l'homme et la femme. Nous devons gérer notre héritage. On n'a pas parlé de Gibraltar. Gibraltar est aussi un petit territoire orphelin du Brexit avec une frontière terrestre qu'il faut gérer. Donc, c'est un rebondissement dans l'histoire européenne. Nous avions tendance à croire que les frontières étaient fixées pour toujours avec des problèmes belges, espagnols, plus ou moins gérés par des astuces constitutionnelles, parfois avec des éclats de violence. Mais le Brexit rouvre des plaies. Vous parlez de gratter les plaies. Là, il y a une plaie ouverte. Pour l'instant, l'étendue de la plaie est un peu occultée par la crise sanitaire, mais elle est là. L'Irlande du Nord saute aux yeux parce que, à cause de son passé violent et à cause du symbole, mais il y en a d'autres. Le Brexit a résolu les relations diplomatiques entre l'Europe et le Royaume-Uni. Les questions de politique étrangère sont absentes. Elle a réglé de manière partielle les problèmes d'échange économique en ne traitant que les marchandises comme si on était encore au 19e siècle avec les tarifs et les quotas douaniers, sans dérange-chose des services qui sont la partie la plus importante de l'économie d'aujourd'hui. Donc, il reste beaucoup à faire pour que le Brexit soit une réalité que l'on vit de manière plus ou moins apaisée au jour le jour. L'Irlande du Nord est le problème le plus aigu et le plus facilement expliqué et compris, par exemple, aux États-Unis pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais c'est loin d'être le seul problème. Jonathan Fall, je vous remercie. Je remercie Oscar Goeb avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assurera le compte-rendu analytique, Olivier Magloire qui lui se veille à nos plateformes de financement, tandis que Nicolas Tourneau veille à notre site, Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui nous produisent, et le studio L'Arrière-Boutique où nous enregistrons cette émission. Jonathan Fall, merci.